Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023 des séjours qui reçoit pour vous Maître Marie-André Mouila, membre du consortium des missions d'observation électorale à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour mademoiselle Cléopâtre. Alors plusieurs acteurs de la société civile regroupés au sein du consortium des missions électorales organisent des réflexions, des journées des réflexions sur les élections. Cette initiative est différente des autres à quel niveau? C'est différent. Par exemple, il y a 2 ou 3 semaines, on a eu à entendre parler du forum de haut niveau pour le consensus politique sur les réformes. Ça, c'était une initiative du professeur Bob Kabamba. Disons que c'est une initiative qui est venue de l'extérieur, de l'université de Liège. Par contre, la nôtre, elle est le fruit de l'observation des élections, puisqu'en fait, le consortium est composé au premier niveau des missions d'observation qui ont suivi tout le processus, qui ont fait des rapports, etc., qui ont observé et qui ont fait des recommandations. Alors, c'est que le consortium, avec l'accompagnement du PROSEC, le PROSEC, c'est un projet qui nous accompagne depuis bientôt plus de 5 ans, avec la CIMOCEL d'abord, et puis on a élargi l'assiette à d'autres missions d'observation. Donc, à part la CIMOCEL qui était là initialement au numéro 1, on a élargi l'assiette à la CIJP, qui est la mission d'observation de la CENCO. On a élargi l'assiette à ARC 24, qui est aussi un réseau qui intègre AETA. Et on est parti au-delà des missions d'observation. On a voulu impliquer toute la société civile. Vous voyez, c'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le consortium, il y a l'ECC qui est avec nous, il y a la nouvelle société civile, il y a le cadre de concertation de la société civile. En fait, on a fait appel aux structures fêtières de la société civile. On est parti encore plus loin. Nous avons le CLC, qui est le comité de coordination. Nous avons les Filimbi, nous avons les femmes, le mouvement Rien sans les femmes. En fait, nous avons ratissé large, de sorte que toute la société civile puisse s'approprier de nos réformes. Et puis, nous sommes partis de très loin. Il y a eu des séances d'appropriation au niveau de la Maison de France. Il y a eu des séances d'appropriation à l'hôtel Béatrice. Et aujourd'hui, nous sommes à Pullman pour davantage ratisser large. Au point où, d'ici demain, parce que c'est demain que nous clôturons, nous aurons un tableau de recommandations que nous appelons un référentiel qui est porté presque par toute la société civile et qui est construit, comme je l'ai dit, à partir des faits observés, des problèmes observés, des irrégularités observées et sur base desquelles on a fait des recommandations. Alors à ces points, la différence ne réside pas du point de vue concept. Si jamais de l'autre côté on parle de forum, atelier, vous parlez de journée. Journée de réflexion. C'est plutôt du point de vue contenu. Sur tout le plan. D'abord, le contenu lui-même, comme je l'ai dit, nous, c'est la réflexion qui est partie de l'observation sur terrain. De deux, c'est une initiative qui est portée par de l'intérieur. Et de trois, nous ne cherchons pas un consensus politique. Non. Nous apportons nos recommandations à apporter aux institutions. Donc, ce qui fait que juste après ceci, nous irons voir le chef de l'État, voir l'Assemblée, le Sénat, et aussi les parlementaires, et aussi la population, et aussi les partenaires qui doivent accompagner le plaidoyer. C'est ça la différence. Alors, vous réfléchissez également sur les rapports entre les citoyens et les réformes électorales. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que vous êtes convaincu que la population ne s'est pas approprié la chose? Vous savez, mademoiselle Cléopâtre... Ou les débats, devrais-je dire? Non, vous savez, d'abord, nous, la société civile, nous disons ceci, nous avons comme slogan, ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Ce qui est fait sans la population est fait contre la population. Et c'est le devoir, c'est le droit du citoyen, puisque c'est d'abord les citoyens qui participent
à la gestion de la chose publique, c'est le citoyen qui élit, c'est les députés. Et normalement, le député doit venir puiser sa matière dans les préoccupations de la base. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons non. Contrairement à ceux qui disent que non, voilà, on va parler des réformes seulement au niveau des institutions, bien sûr, mais le débat citoyen commence avec chacun, les élus et les électeurs. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit, nous irons encore davantage à la base, à la population, pour l'inviter à se réveiller, à s'approprier de ces recommandations et d'échanger avec leurs élus, afin que leurs recommandations, leurs préoccupations soient prises en compte dans les lois. Après tout, les lois sont faites pour la population. Et voilà pourquoi nous pensons qu'au nom du droit des citoyens à participer à la gestion de la chose publique, il faudrait que les citoyens présentent aux décideurs qu'est-ce qu'ils attendent de leur Mais est-ce qu'à gouvernance. votre niveau, vous avez constaté que les citoyens lui-même n'y s'intéressent pas trop? Le citoyen s'intéresse, mais pas encore à suffisance. Il s'intéresse d'abord, comme tout déjà, c'est déjà un début. Vous avez vu comment dernièrement la population s'est mobilisée pour dire non à certaines lois qui voulaient influencer négativement la justice. C'est que c'est déjà un bon départ. Mais maintenant, nous pensons que nous devons aller plus loin. Puisque, à la différence de ce qui s'est passé la fois passée, quand vous avez fait circuler votre micro-baladeur, vous avez vu qu'il y a eu dans des marches des citoyens qui ont marché sans savoir pourquoi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons comme différence? Après ces journées ici, la population sera informée, par exemple, pour ceci, pour telle réforme. Voici l'argumentaire. Pourquoi nous voulons demander ceci? Voici qu'est-ce qui se passerait comme conséquence négative si cette réforme n'est pas prise en compte. Et on va montrer à chaque citoyen qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette réforme et qu'est-ce qu'il a à perdre si cette réforme n'est pas prise en compte. Vous voyez ce que c'est. Ainsi, cette fois-ci, la population va s'approprier. Elle ne va plus aller dans des manifestations parce qu'il y a eu un mot d'ordre, mais parce qu'elle est convaincue que c'est à travers mes droits que je marche pour ça. Mais vous comptez les faire comment pour inculquer à cette population ou les citoyens ce que vous aurez eu comme conclusion? Déjà maintenant, vous me donnez l'opportunité d'en parler. C'est déjà un début. Et après nos assises, comme je dis, nous avons un référentiel, qui est des recommandations. On va produire un argumentaire. Et avec tout ce qu'on a comme panoplie de participants, chaque structure va maintenant aller dans sa paroisse, dans son quartier, à la base, dans les écoles, pour sensibiliser, informer et mobiliser la population de se réveiller, tout en sachant que c'est maintenant pour bien préparer les élections de 2023. Commençons maintenant. D'ailleurs, on est déjà en retard. On doit se réveiller maintenant, comme vous le faites, pour préparer des élections 2023 qui puissent cette fois-ci nous éviter des contestations, des conflits par-ci par-là. Alors, il y a également dans vos débats la question des standards internationaux d'un organe de gestion d'élections de qualité. Comment situez-vous la Commission électorale nationale indépendante? Vous savez, il y a effectivement ce qu'on appelle les principes directeurs qui régissent les organes de gestion des élections, comme la CENI. Il y a aussi, ça s'appelle aussi des standards internationaux. Il y a par exemple ceci, comme premier principe, c'est l'indépendance. Il faut que la CENI soit indépendante déjà dès sa composition et dans son fonctionnement. Cela veut dire que les membres de la CENI doivent être choisis en toute indépendance, en dehors des influences extérieures, en dehors des influences des partis politiques. Vous avez suivi ce qui s'est passé, par exemple, dernièrement, avec les désignations de ceux qui ont commencé à faire les désignations au sein de la CENI. Cela s'est fait dans l'opacité. Il n'y a pas eu un calendrier précis. On se réveille, on apprend que non,
Madame la présidente de l'Assemblée nationale a invité les confessions religieuses et puis à la sauvette. Or, parmi les principes qui régissent la CENI, il y a la transparence. Le citoyen que nous sommes, nous devrions être informés. Voici maintenant, on lance l'appel à candidature pour les membres de la CENI. Quels sont les critères qui sont retenus et comment on les choisit? Vous voyez ce que c'est? Et puis, on peut se demander à la population qui a des reproches à faire à tel candidat, comme ça se fait avec les avocats, dans la transparence et en impliquant les citoyens qui peuvent aussi contrôler les membres de la CENI. De deux, nous devons éviter, par exemple, qu'une fois déjà en fonction, on apprenne que, comme on a eu déjà même l'apprendre la fois passée, que le président de la CENI se retrouve à l'hôtel du fleuve dans des réunions stratégiques d'une composante. Là, une telle CENI n'est plus impartiale ni indépendante. Vous voyez, voilà pourquoi nous aimerions que... Donc jusqu'ici, la CENI, vous trouvez qu'elle n'est pas indépendante? Elle n'est pas transparente comme vous avez énuméré les standards internationaux. Je donne les faits qui montrent que voilà, il y a eu plus de dépendance. Par exemple, vous vous souviendrez qu'il y a eu un membre de la CENI qui avait démissionné sous contrainte de sa composante. Dès qu'il y a changement au niveau de composante, automatiquement cela influe sur le mandat du membre de la CENI. C'est que ce membre-là était là pour défendre les intérêts de son parti politique. Or, on aimerait qu'on ait une CENI composée de personnalités indépendantes qui ne sont pas redevables à leur parti politique, qui, une fois nommés, n'ont de compte à rendre qu'à la population et à la loi. Alors, comment évaluez-vous le travail des représentants de la société civile au sein de la Commission électorale nationale indépendante, eu égard du cycle électoral entamé en 2006? Je dois vous dire que, comme déjà leur désignation s'est faite dans ce contexte-là où la loi elle-même sur la CENI n'était pas claire. Par exemple, la loi sur la CENI actuelle qui est en vigueur dit ceci, dit que les composantes, c'est-à-dire la majorité, l'opposition politique et la société civile désignent les membres de la CENI. En ce qui concerne la société civile, là-bas, il est dit ceci, les membres de la société civile sont issus des confessions religieuses. Sont issus. Nulle part, la loi dit que les confessions religieuses doivent désigner. Non. C'est la société civile qui désigne dans la sous-composante confession religieuse. OK. Aussi autant chez les femmes. Mais aujourd'hui, c'est des femmes qui surveillent un groupe. Chacun désigne, chaque groupe désigne. Et conséquence, on a à la base sur la table de l'Assemblée nationale 3 candidats des femmes. Les confessions religieuses. De quel droit seulement cette confession religieuse désigne? Il y en a beaucoup ici. Pourquoi seulement les 3 là ou bien les 4? Alors, on aimerait que la loi puisse clarifier maintenant, donner des précisions. Nulle part il est dit que le candidat désigné par les confessions religieuses est président de la société de la CENI. Non. La loi dit ceci, le président est issu de la société civile. Mais de quel droit les confessions religieuses s'arrogent le monopole de désigner le président? Donc, voilà pourquoi nous tenons à ce qu'il y ait réforme, que la loi soit plus explicite, qui nous dise, bien que ressortant de la société civile, mais comment le président doit être élu? La loi est vide. Partant de 3 cycles électoraux qu'avons eu récemment en République démocratique du Congo, est-ce que vous avez pu mesurer vos faiblesses en tant que représentant de la société civile au sein de la Commission électorale nationale indépendante? Oui, notre grande faiblesse est celle-ci, je dois vous l'avouer, mademoiselle Cléopâtre, c'est que dans tous ces cycles ici, ça je dois vous l'avouer, les désignations de membres de la société civile à la CENI ont été plus influencées par les politiques, au point où ceux qui nous ont représentés jusque-là, bien sûr, ont été là-bas sous l'étiquette société civile, mais à vrai dire... Mais politisés. Oui, à vrai dire, ils ont été récupérés par, si pas récupérés, mais envoyés en fait par la composante au pouvoir. C'est ça la faiblesse. Et voilà pourquoi nous aimerions que cette fois-ci,
qu'il revienne à la société civile, c'est-à-dire aux structures qui répondent au profil qui serait décrit dans la loi, de nous engager là-bas. Mais puisqu'on parle toujours de la société civile, de ses représentants, quel a été votre apport depuis 2006, 2011, 2018 par rapport aux élections? Notre rapport au sein de la CENI ou bien au sein de la CENI? Je dois vous avouer que, par exemple, cette fois-ci, la dernière fois ici, on n'avait que 3 délégués de la société civile, c'est-à-dire le président de la CENI, le président Nanga, qui était là bien sûr sous couvert de la société civile. Il y a notre collègue Jean-Baptiste Ndoundou qui était là sous couvert de la société civile. Il y a Madame Elodie qui était là sous couvert de la société civile. Je dois avouer que, comme les 2 derniers collègues n'étaient que de simples membres de l'Assemblée, de la plénière, leur contribution n'était pas vraiment visible. Et par contre, c'est le président lui-même, Corneille Nanga, qui nous a comme aidé à avoir cette alternance pacifique et démocratique. Et ça, au moins, c'est quand même un atout. Et dans le processus électoral, qu'avez-vous apporté de plus? De l'intérieur ou bien de l'extérieur? De l'intérieur. De l'intérieur. Mais nos collègues nous ont aidés quand même autant que se peut à faire fonctionner les cadres de concertation entre la CENI et la société civile, autant que se peut. Mais à part ça, vraiment, on n'a pas senti un apport déterminant. Tout à l'heure, vous avez titillé les confessions religieuses, mais ne trouvez-vous pas que ces confessions prennent plus de place dans les débats électoraux? Mais ce sont des citoyens... Alors que leur place, nous estimerons que ça devait être dans leurs institutions, c'est-à-dire où ils sont dans leur confession. Non, carrément. non, je pense qu'ils ont une mission pastorale, ils sont dans la cité, c'est leur droit. Par exemple, il y a des confessions religieuses qui ont des campagnes d'éducation civique, qui font ce travail sur terrain. Et il y a des confessions religieuses qui ont des missions d'observation. Donc, en fait, c'est de leur droit aussi d'observer. Donc, ça nous encourageons. Mais ce n'est pas toutes les confessions religieuses. Par exemple, sur les 7 ou bien le 8 qui aujourd'hui s'arrogent le monopole de désigner de façon indue le président de la CENI, toutes ne sont pas vraiment engagées sur le terrain dans les élections. Je pense qu'il faudrait aussi à ce niveau-là que la loi puisse définir, si on doit continuer encore à prendre les confessions religieuses, lesquelles répondent aux critères, hein, lesquels travaillent sur les élections pour être impliqués dans le choix de la personne qui viendrait de cette sous-composante. Mais plus concrètement, quelles sont les attentes des missions d'observation quant à ces sujets? À ce sujet-là, d'abord, notre première demande est celle-ci. Nous aimerions que, donc, tel que ça se dégage dans les recommandations, que la société civile d'abord aimerait que toute la composition soit faite des sociétés indépendantes issues de la société civile et pas des partis politiques. Ça, c'est de 1. De 2, on demande assez que la loi puisse déjà donner les critères des structures de la société civile qui peuvent intervenir. Par exemple, qu'il s'agisse des confessions religieuses, qu'on dise quels critères, pas toutes. Il faut qu'on sache que pour être éligible à la désignation, votre confession doit répondre à tel critère, tel critère, tel critère. Par exemple, être implanté sur toute la République, dans les provinces et dans les territoires, avoir des activités dans des campagnes d'éducation civique, avoir une mission d'observation. Là, au moins, on distingue, on sait identifier, avoir des rapports. Okay? En ce qui concerne la société civile, on peut demander, par exemple, aussi avoir de l'implantation dans des provinces, avoir en son sein des gouvernances internes, avoir des rapports, avoir la visibilité, avoir la notoriété. Ça, au moins, ce sont des critères qui doivent être objectifs. Et si, par hasard, il y a une confession religieuse ou bien une organisation de la société civile qui trouve qu'elle devait être désignée parmi ceux qui doivent les désigner, trouve que c'est injustement qu'on l'a écartée, qu'elle ait aussi l'occasion ou bien le pouvoir de saisir la justice pour qu'elle soit réhabilitée. Là, au moins, on sait contrôler tout par la justice. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la participation de la société civile à la Commission électorale nationale indépendante? Bon, d'abord, comme je l'ai dit, nous souhaiterions que d'abord,
Si cela peut passer, et c'est que nous souhaitons que toute la composition soit de la société civile. Okay. De deux, nous souhaiterions aussi que nous puissions avoir des critères d'éligibilité de ceux qui nous engagent, de ceux qui doivent être impliqués dans le processus de désignation de membres de la CENI. Est-ce que la participation, l'existence de la Commission électorale nationale indépendante, à votre avis, est-elle pertinente? De par ce temps, nous pensons que oui. De par ce temps, nous pensons que oui. Je sais bien que ailleurs, dans des pays ou des traditions démocratiques, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais chez nous, nous pensons que l'État, présentement, et l'administration ne sont pas encore vraiment assises. Hein, nous avons encore intérêt à continuer pendant quelques années, si pas quelques décennies, avec les commissions électorales. Mais qu'est-ce qui doit être fait pour que cette commission électorale soit mise à part et que, par exemple, les ministères de l'Intérieur s'en occupent carrément? C'est ce que je dis. Il faut du temps. Il faut du temps. Et puis, il faut aussi que du côté des politiques et du côté du gouvernement, le gouvernement puisse s'asseoir. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous voyons? C'est en fait chaque groupe politique qui accède au pouvoir, qui privatise l'État. Vous voyez, donc, quand aujourd'hui les hommes politiques vont au pouvoir, ce n'est pas pour asseoir l'État, ce n'est pas encore pour défendre les intérêts de la population, mais c'est pour d'abord se servir et s'organiser pour conserver le pouvoir en utilisant l'appareil étatique. Il faut d'abord qu'on arrive un peu à asseoir l'administration et asseoir le gouvernement et le départir, le distinguer vraiment, le libérer de l'emprise des politiques. Pour asseoir le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faudrait avoir vraiment des hommes d'État. Présentement, on n'a pas beaucoup d'hommes d'État. Même dans la société civile? Mais dans la société civile, il n'y a pas d'hommes d'État. Non, je pose la question. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Voilà. Présentement, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Disons, il y en a peu. Il y en a peu. Chez nous aussi, il y en a peu. Mais en fait, c'est un défi qui est lancé à tout le monde, tout en sachant, ça je vous le dis, non pas par nous vanter, que la société civile est une école d'excellence. Parce que c'est là-bas chez nous où nous apprenons à faire l'évaluation, ce qui se fait rarement ailleurs, à faire de la planification, à discuter, à nous remettre en cause. Et ça, c'est une école. Et si vous voyez bien, la plupart d'hommes politiques qui sont passés par la société civile ont un comportement différent des autres. Par exemple, je suis tentée de savoir. Je n'aimerais pas faire la publicité de certains hommes politiques, mais ça vous d'observer. Côté député, même côté femmes ministres, même femmes députées, il y en a beaucoup, hein, mais renseignez-vous, ceux-là qui sont l'émanation de la société civile, d'abord, vous le verrez, pour la plupart, ils sont humbles. Ils sont disponibles, accessibles, ils sont à l'écoute. Ils sont crédibles? Crédibles, bien sûr, ouais. Bien sûr. Disons qu'ils sont plus crédibles que d'autres. Mais d'autres n'ont pas froid aux yeux. On le sent même dans leur langage. Hein? C'est différent. Mais, non, ne m'amenez pas à citer les noms de... Non, citer, ça ne me dérange pas. Juste 2, 3. Ça ne dérange pas. Certainement, ça permettrait à la population de faire ces distinguos par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, je peux pas pour aller plus loin. Vous voyez, par exemple, l'honorable Lutundu, là. Hein, il est l'émanation de la société civile. Vous voyez, par exemple, Madame Lukiana. Hein, Madame Lukiana, du PPRD, hein, mais elle vient de la société civile. Il y a, par exemple, la ministre vice-première ministre du Plan, Madame l'Excellence Élisée Monimboui. Voilà. Elle vient de la société civile. Mais regardez un peu leur comportement. C'est différent. L'approche, la proximité avec la population, l'humilité, la simplicité, l'ouverture, le dialogue, ça, c'est la culture qu'ils ont apprise au sein de la société civile. Et il y en a encore d'autres aussi là-bas que je peux citer. Vous discutez également de propositions du groupe de 13 personnalités, 12 actuellement. Vous appréciez leur démarche? Formidable. Formidable. Ça, vraiment, je dois vous dire. Formidable? À quel niveau? D'abord, le courage qu'ils ont.
de se démarquer de leurs composantes. Cette indépendance d'esprit, et aussi l'intelligence. Et puis la jeunesse, parce que la plupart sont des jeunes, comme vous. Et ça donne l'espoir. Hein, ils ont un argumentaire, ils ont cette humilité, ce dialogue, voilà. Nous avons eu à les rencontrer 3-4 fois. Présentement, je vous dis qu'ils sont avec nous dans les journées et ils travaillent avec nous depuis le début. Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture, jusqu'à la fin. Ils sont avec nous parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent pour apprendre, pour écouter ce que pense la population, ce que dit la population. Et là, vraiment, je dois vous dire que quand je vois ce groupe de jeunes politiciens, comme je vois aussi le groupe de vous, jeunes médias, c'est ce qui nous donne encore l'espoir pour dire que non, Dieu merci, même si aujourd'hui nous on peut partir, quand même on aurait laissé dans ce pays quand même quelques jeunes gens dans les médias ou bien en politique qui peuvent un jour sauver ce pays ici. Mais vous partagez les mêmes idéologies avec le G13 ou il y a certains points de différence voilà, entre vous? Voilà, il y a certains points de divergence, hein, il y a certains points de convergence, etc. Par exemple, bon, tous nous sommes d'accord, mais pour que la CENI soit constituée des personnalités indépendantes, voilà. Bon, nous tenons à ce que la CENI soit constituée uniquement de la société civile. Eux pensent que c'est bien, c'est idéal. Mais présentement, ce n'est pas réaliste parce que ce sont les politiques qui vont décider. Vous voyez ce que c'est? Bon, en fait, un peu, eux amènent aussi un peu une touche politique et nous amenons la touche citoyenne. C'est là où il y a un peu de divergence. Mais sinon, le climat est bon, on s'écoute. D'ailleurs, beaucoup de ce que nous proposons comme déjà recommandations sont déjà même intégrés dans leur cahier des charges. Même dans la loi de Lutundu, c'est déjà intégré. Donc, c'est dire que non, c'est un dialogue franc, responsable et constructif. Mais comment arrivez-vous à faire les parallélismes avec le forum avorté du professeur Bob Kabamba? Mais c'est comme je l'ai dit dès le départ, le professeur Bob Kabamba n'avait pas bien vu le contexte, quoi. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, à partir de Liège, dans ce laboratoire où on peut concevoir un cas de charge, on vient ici, on pense qu'on va trouver un consensus auprès d'hommes politiques. Bon. Et puis, mais malheureusement, il n'a plus encore la connaissance d'acteurs sur terrain, il n'a pas observé, il n'a pas... En fait, il a manqué un peu de légitimité. Il le fait en tant que qui? En tant que consultant, à la demande de qui, tout ça. Par contre, nous le faisons en tant que mission d'observation agréée par la CENI. Nous avons observé, nous avons des rapports, et automatiquement, quand on fait un rapport, on doit faire après le plaidoyer pour les réformes électorales. Donc nous sommes dans la constance de ce que nous faisons. Et par contre, lui est tombé, je dirais, comme un cheveu dans la soupe. Il est tombé, tout ça, au Congo. Bon, il a eu la chance de mobiliser beaucoup de moyens pour ça, mais il n'a pas bien compris ce qui se passait ici, quoi. Alors, vous êtes en train de suivre l'actualité par rapport aux réformes électorales, les propositions ça et là. Vous avez certainement appris la proposition d'un des cadres du FCC qui parle d'une élection présidentielle au suffrage universel indirect. Quel est votre point de vue? Bon, je n'ai pas encore suivi la position officielle du FCC. Non, d'un cadre, j'ai dit. D'un cadre du FCC. Oui, mais du moins, un cadre, effectivement. J'ai suivi l'honorable Ngoï Kassanji parler de réformes. D'abord, ça m'a réconforté. Pourquoi? Parce que jusque-là, les cadres du FCC, dans la plupart, disaient que non, nous, on ne parle pas de débat sur les réformes, on va seulement en parler dans le cadre institutionnel. Mais le fait que déjà, avant que l'Assemblée se réunisse, il en parle dans les médias, il en parle à la base, c'est que c'est ça en fait le débat citoyen qu'on a toujours voulu. Cela veut dire qu'ils ont compris que non, le débat doit commencer d'abord. Donc il y avait aussi possibilité d'en parler dans les cadres, voilà, comme ils l'ont dit. D'ailleurs, ça aurait été même mieux que l'honorable Ngoï Kassanji vienne dans nos assises pour dire cela aussi comme recommandation. Cela aurait fait l'objet d'une bonne discussion. Mais quant à sa propre réforme, sa proposition de réforme, de par ce temps ici, demander d'abord que
le président de la République soit élu par des députés. Par les députés. Donc, au second degré. Donc, en fait, un peu, c'est le suffrage indirect. Alors que l'observation qu'on a faite jusqu'à présent, avec l'élection des gouverneurs, hein, des sénateurs, tout ce qu'on a connu comme cas de corruption, de légèreté, on a reproché que voilà, la population ne suit pas de plus près l'élection des gouverneurs. Les recommandations qui sont là-bas, récoltées auprès de la population, ont tendance à, déjà même pour les sénateurs, on demande qu'on puisse élargir le corps électoral vers la base. OK. Et maintenant, vous venez, pendant que nous cherchons à ce que et les gouverneurs et les sénateurs soient davantage élus par la population, autant que se peut. Mais pour lui, ça limiterait les dépenses et puis les dégâts. Ça serait plus solennel. Ça, ce sont ses propos. Oui, plus solennel et superficiel, et aussi plus corruptible. Je pense que le Congo, c'est un grand pays qui a une grande population. Par respect aux citoyens congolais, je pense qu'il faudrait laisser aux citoyens congolais le droit de choisir son chef de l'État. Que mon point de vue personnel, c'est que je défendrai la réforme qui demande à ce que le chef de l'État soit non seulement élu par le citoyen à la base, mais aussi avec un scrutin à 2 tours. À 2 tours. Qu'on rentre au scrutin à 2 tours. Non, mais là, vous avez dit que c'est votre point de vue, mais ce n'est pas le point de vue du consortium. Mais au consortium, vous n'avez pas encore réfléchi non, quant à ça. Non, au consortium, aujourd'hui, parmi les recommandations, d'abord, on demande le retour aux 2 tours. De 2 aussi, on demande le maintien du scrutin avec direct, c'est-à-dire le citoyen qui devrait élire le chef de l'État, le président de la République. Voilà, il y a aussi la question de réforme des juridictions. Que pensez-vous de l'actuel appareil judiciaire? Bon, l'actuel appareil judiciaire a beaucoup de difficultés. Il est vrai, nous avons de bonnes lois, nous avons de bonnes juridictions, mais malheureusement, en ce qui concerne la matière électorale, beaucoup de magistrats travaillent dans des conditions difficiles. D'abord, au niveau matériel, au niveau d'infrastructures, même aussi au niveau des conditions de travail. En plus, beaucoup n'ont pas été bien formés en ce qui concerne le contentieux électoral. Je pense que là-bas, il y a à redire. Donc, et puis aussi, la Cour, aujourd'hui, nous avons reproché que la Cour, particulièrement la Cour constitutionnelle, a été très politisée. Très politisée, en fait, de par la façon dont se fait les désignations aujourd'hui. Vous le suivez aujourd'hui, vous avez suivi d'ailleurs les échanges qui ont fuité sur les réseaux sociaux entre certains cadres de certains partis politiques qui revendiquaient avoir la majorité de membres de la Cour constitutionnelle. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, les politiques ont toujours misé chacun à contrôler la CENI et la Cour constitutionnelle. Alors nous devons nous battre pour trouver un mécanisme de désignation qui mette un peu et les membres de la CENI et les membres de la Cour constitutionnelle à l'abri des influences politiques. Donc selon vous, l'appareil judiciaire congolais actuel n'est-il pas prêt à garantir des élections fiables? Présentement, c'est encore difficile. C'est encore difficile aussi longtemps que les politiques tiennent la même mise sur les magistrats et les membres de la CENI. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Il faut qu'on revoie la façon de leur désignation et aussi que le choix soit fait sur des personnalités effectivement indépendantes qui, une fois désignées, doivent avoir le droit ou bien le devoir d'ingratitude envers ceux qu'ils ont désignés. Voilà, la session de septembre s'ouvre, la session ordinaire au Parlement s'ouvre ce 15 septembre. Quelles seraient vos attentes? Nos attentes sont résumées dans ce slogan. Pour nous, les réformes
électorale maintenant. Nous sommes déjà en retard. Nous aimerions que, bien que cette session soit budgétaire, mais que l'Assemblée puisse examiner en priorité la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Urgemment, qu'on l'examine, qu'on la promulgue et qu'à l'issue de cette promulgation, on puisse déclencher le processus de désignation de membres de la CENI. Voilà. À la fin de vos journées de réflexion, quelles seront vos prochaines étapes? Ok. Je vous l'ai dit, dès demain, nous sortons de ces journées avec un référentiel de recommandations porté par une assiette plus large des porteurs du plaidoyer. Nous en sortons avec beaucoup de personnes, beaucoup de structures qui ont compris nos recommandations, n'est-ce pas? Alors, dès que nous sortons de là, nous commençons le plaidoyer immersion. C'est-à-dire, nous allons nous plonger dans des commissions parlementaires, surtout les PAJ, dès que la loi, disons, la proposition de loi de Lutondola est programmée pour convaincre les députés et de tous les camps. En quelque sorte, faire un lobbying. C'est ça le plaidoyer ou bien le lobbying. Parallèlement, nous avons des cafés citoyens. C'est-à-dire, on va déployer des missions d'informateurs, sensibilisateurs et mobilisateurs. Et dans les provinces et à Kinshasa à la base. Et pour informer davantage la population, la sensibiliser et la mobiliser, lui demander d'être prêt, debout, pour accompagner ces réformes. On doit arriver au point où dans chaque quartier, les citoyens vont aller dans les résidences des députés, leurs députés, pour leur parler de ces recommandations-là. Les provinces vont en faire autant. Il y aura là-bas partie de déclarations des provinces. Au même moment aussi, ça, on ne doit pas s'en cacher, nous allons faire aussi un balai diplomatique auprès de la communauté internationale qui accompagne le processus pour leur expliquer tout ce qu'on a fait comme recommandations et demander aussi leur accompagnement. Ainsi, ensemble, toutes les parties prenantes, et nous qui sommes dans le plaidoyer, et la population qui se met debout, et les partenaires, et nos députés qui nous comprennent, on veut marcher ensemble pour apporter des réformes qui pourront garantir des élections apaisées dans ce pays. Maître Marie-André, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Votre mot? Mon dernier mot, c'est vous remercier, mademoiselle Cléopâtre, et remercier votre entreprise qui m'a toujours impressionné. La jeunesse, aujourd'hui, cette initiative, ce que vous faites vraiment, c'est impressionnant. Et merci je quitte beaucoup ici avec beaucoup d'assurance et d'espoir que ce pays ici, si d'ici demain, nos vieux, nous partons, on laisse le pays dans de bonnes mains. Voilà, objectif 2023 de ce jour est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.